Et si, cette fois, l'Afrique disait non, et que le monde comprenait qu'elle le pensait, sans retour possible? Le regard d'Ibrahim Traoré, fixé sur l'objectif, n'avait rien d'un calcul politique. C'était froid, déterminé, tranchant. Pas une formule creuse, mais une déclaration de rupture, jetée à la face de la France, sans détour ni excuse. Ce n'était pas de la diplomatie. C'était un acte de souveraineté, un coup de tonnerre parti de Ouagadougou et répercuté jusqu'à Kinshasa. À Paris, le silence pesait lourd, chargé de malaise et d'histoire. Ailleurs, les regards s'interrogeaient. Et si le vent, enfin, avait changé de direction? Les mots de Traoré claquaient. L'ère de la domination coloniale est finie. Ce n'est plus un murmure, c'est un cri. Un avertissement pour tous ceux qui s'imaginaient encore pouvoir façonner le destin africain. Pour la première fois depuis de nombreuses années, un chef d'État africain ne s'est pas contenté de protester. Il a tracé une ligne rouge et regardé, sans cligner, ceux qui l'ont si souvent franchi. Le message visait la France, mais aussi toutes les puissances qui gardent l'Afrique sous contrôle, avec des promesses vides. L'Afrique joue tout. Si ce n'est qu'un coup d'éclat, l'espoir et la crédibilité pourraient voler en éclats. Mais si c'est vraiment le début d'une révolution, alors tout peut basculer, pour le meilleur ou pour le pire. Pour comprendre la force de ce cri, il faut revenir en arrière. Pourquoi ce moment semble-t-il différent de tous les autres? Au fil des décennies, l'Afrique a levé la voix plus d'une fois. Mais jamais le défi n'avait pris une telle ampleur, ni trouvé un écho aussi profond. Comment un pays naguère appelé Haute-Volta a-t-il pu devenir la promesse d'une terre d'hommes intègres? Pour saisir l'explosion actuelle, il faut descendre dans les racines profondes du passé. Tout commence là, au croisement des luttes, des rêves et des chaînes brisées. La colonisation fut le point de départ. Pendant près d'un siècle, le territoire burkinabé portait le nom imposé de Haute-Volta, sous la domination française. Les traditions, les langues, la mémoire collective furent marquées par la dépossession, la violence et l'humiliation systématique. Mais dans l'ombre des oppressions, une résistance silencieuse prenait forme. Des femmes et des hommes tenaient bon, refusant de se laisser effacer. Prenons un exemple concret. Dans les années 50, alors que la France imposait le travail forcé et l'impôt de capitation, des villages entiers refusaient de céder leurs terres ou leurs jeunes aux administrateurs coloniaux. Des griots chantaient la mémoire des ancêtres résistants, transmettant la flamme de la dignité de génération en génération. Ces gestes de résistance, souvent discrets, ont semé les graines du refus actuel. Puis surgit une rupture. Au cœur des années 80, un homme change la donne, Thomas Sankara. Il renomme le pays Burkina Faso, la terre des hommes intègres, et incarne un idéal neuf. Sankara n'est pas qu'un chef d'État. Il devient le symbole de la dignité retrouvée, de l'indépendance authentique, d'une Afrique qui relève la tête. Il prône l'autosuffisance, la justice, la fin de la tutelle étrangère, et galvanise un peuple assoiffé de liberté. Il lance, par exemple, une vaste campagne de vaccination qui, en moins de 2 ans, immunise plus de 2 millions d'enfants contre la méningite, la rougeole et la fièvre jaune. Il encourage la construction de milliers d'écoles en matériaux locaux, mobilisant chaque village pour bâtir l'avenir éducatif du pays. Sankara impose un code vestimentaire national, le Faso d'Anfani, pour affirmer l'identité culturelle et résister à la domination des produits importés. Il interdit les excisions, promeut l'égalité femmes-hommes et refuse les limousines pour les ministres. Chaque geste est un acte de rupture. Mais l'histoire ne s'arrête pas à lui. Des décennies plus tard, un jeune capitaine surgit, Ibrahim Traoré, à peine âgé de 35 ans. Né d'une génération sacrifiée, il hérite d'une longue lignée de résistance. Traoré arrive au pouvoir dans l'urgence, alors que le pays vacille, pris en étau entre attaques terroristes, instabilité et pressions étrangères. Regardons le contexte. Au début des années 2020, le Burkina Faso subit des centaines d'attaques armées chaque année. Les écoles ferment, plus de 2 millions de personnes fuient les zones de conflit, et l'économie s'effondre. L'aide étrangère, promise comme un remède,
s'accompagne de conditions strictes, privant le pays de véritables marges de manœuvre. C'est dans ce chaos que Traoré émerge, porté non par des promesses extérieures, mais par une mobilisation populaire inédite. Pour les grandes puissances, la montée de Traoré est vécue comme une provocation. On le dépeint souvent en rebelle, dangereux, trop jeune, trop téméraire. Pourtant, il s'appuie sur la mémoire collective et affiche une vision radicale, sans ambiguïté. Restaurer la souveraineté, briser les chaînes invisibles et rendre la parole à son peuple. Mais sans mémoire de l'oppression, il n'y a pas de résistance durable. Et sans lucidité sur le passé, le risque est grand de retomber dans les vieux pièges. Aujourd'hui, l'enjeu est vital. Retrouver la dignité ou subir le retour d'un ordre imposé de l'extérieur. Ce n'est pas seulement le passé qui gronde, c'est le présent qui s'embrase. Que signifie vraiment la montée de l'armée Panthère? L'armée Panthère, force nouvelle et redoutée, devient le symbole d'une rupture. Mais qui la compose et jusqu'où peut-elle aller pour défendre la souveraineté? Quand une jeunesse en béret noir devient l'emblème d'une révolution, s'agit-il de fierté ou d'un pari dangereux? Ici, la rupture n'est plus une menace, c'est une réalité. Ibrahim Traoré, le tout jeune président du Burkina Faso, tranche net. Il met fin à toutes les coopérations militaires avec la France. Sans appel, il exige le départ des soldats français, ferme les bases, rejette tout arrangement jugé toxique. Son ultimatum résonne. Notre sécurité n'est plus négociable à Paris. Illustrons l'événement. En janvier 2023, des colonnes de blindés français quittent Ouagadougou sous les yeux de milliers de manifestants en liesse. Les réseaux sociaux s'enflamment, comparant ces images à la chute du mur de Berlin. Le départ des troupes tricolores rappelle aux plus âgés le jour de 1960, quand des drapeaux étrangers furent descendus pour la première fois. Pourtant, Traoré ne veut pas s'isoler. Il se tourne vers la Russie, cherchant de nouveaux appuis pour armer et former ses troupes. Un choix risqué, mais calculé. La dépendance à l'ancienne métropole cède la place à des alliances pragmatiques, même si elles dérangent. Dans le même temps, la diplomatie africaine s'accélère. Le Mali, le Niger et la Guinée rejoignent le Burkina Faso. Ensemble, ils scellent le bloc souverain. Ce n'est plus une fronde isolée, c'est un front uni contre toute mainmise occidentale, un pacte qui fait trembler les chancelleries européennes. Prenons un parallèle historique. Dans les années 60, la création de l'Organisation de l'Unité africaine avait suscité l'espoir d'un continent uni. Mais trop vite, les divisions internes l'avaient fragilisé. Aujourd'hui, avec le bloc souverain, le risque est le même, mais la conscience des échecs passés aiguise la vigilance des nouveaux leaders. Leurs discussions s'étendent jusque tard dans la nuit, rappelant les grandes nuits de débat qui précédèrent l'indépendance du Ghana ou de l'Algérie. Au centre de ce séisme, l'armée Panthère. Plus qu'une unité, un symbole. Ces soldats en béret noir, inspirés des figures révolutionnaires africaines, deviennent viraux. Leurs images envahissent les réseaux, du Sénégal à la Côte d'Ivoire. Leur devise, « Souveraineté ou rien », est reprise par toute une jeunesse avide de modèles nouveaux. L'armée Panthère incarne la fierté retrouvée, la promesse d'une Afrique qui n'attend plus l'aval de l'Occident. Mais la bataille déborde le terrain militaire. Sur Internet, les récits s'affrontent. Propagande occidentale. Traoré serait manipulé, l'Afrique irait droit au désastre. Riposte des jeunes Africains. Il est temps de choisir leur destin. Même, hashtag, vidéo virale, le conflit d'influence explose sur les écrans, révélant une fracture générationnelle et géopolitique profonde. Face à cette insoumission, la France riposte, sanctions, coupures d'aide, pression sur ses alliés. Mais malgré l'isolement croissant, la ferveur populaire ne faiblit pas. À chaque mesure punitive, l'empreinte française s'effrite. La peur change de camp. L'ancien ordre colonial s'écroule, morceau après morceau. Pourtant, le pari reste colossal. Si le front échoue, la répression promet d'être brutale. Arrestations, violences, asphyxie économique. La région pourrait sombrer dans l'instabilité, voire le chaos. Mais pour beaucoup, reculer n'est plus une option.
mieux vaut affronter la tempête que subir l'humiliation sans fin. Prenons le cas du Mali. Après avoir expulsé l'armée française, le pays a subi des sanctions économiques de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les banques ont fermé, les prix ont grimpé, le franc CFA s'est effondré. Mais malgré les privations, les Maliens ont continué à manifester, affirmant leur attachement à la souveraineté. Ce scénario hante désormais tous les pays du bloc souverain. La confrontation n'est qu'à ses débuts. Chaque jour, la tension monte, et personne ne sait jusqu'où la rupture ira. Et si la véritable bataille pour l'Afrique ne faisait que commencer, et que soudain, personne ne détenait plus la moindre certitude sur son issue. Face à l'audace d'Ibrahim Traoré, la réaction de la France s'est voulue immédiate. Sanctions, menaces à peine voilées, isolement sur la scène internationale. Chaque geste trahit la peur viscérale de voir s'effondrer plus de 60 ans de domination patiemment construite. Mais cette fois, l'alerte dépasse Paris. Washington, Bruxelles, Londres, toutes les grandes capitales occidentales s'agitent en coulisses, prêtes à défendre leurs intérêts stratégiques. La Chine, plus énigmatique, avance ses promesses d'investissement sans condition et tisse sa toile, discrètement. La Russie, flairant l'opportunité d'un grand bouleversement, propose armes, mercenaires, soutien politique, au nom d'une souveraineté africaine réinventée. Le continent devient alors l'arène d'une guerre par procuration. Toutes les puissances veulent dicter les règles, mais la partie ne se joue plus selon les mêmes codes. Regardons le cas du port de Kribi au Cameroun. Construit grâce à des prêts chinois, il symbolise la nouvelle compétition entre grandes puissances. Mais derrière les infrastructures se cachent des contrats opaques, des dettes à long terme et le risque d'une nouvelle dépendance. Les élites africaines débattent désormais. Comment accepter l'aide sans perdre le contrôle? Car une donnée bouleverse tout, la jeunesse africaine. Fini l'époque où elle observait en silence. Aujourd'hui, elle descend dans la rue, occupe les réseaux sociaux, s'organise, conteste avec force. Elle refuse de choisir entre anciens colons et nouveaux prétendants. Son rêve, conquérir le droit de tracer elle-même son chemin, sans recevoir d'ordre de l'étranger. Prenons l'exemple du mouvement « Y en a marre » au Sénégal ou des manifestants du Irak en Algérie. Ces mobilisations, portées par des jeunes, ont su renverser des gouvernements ou imposer des réformes. Leur force réside dans la capacité à s'organiser en dehors des partis traditionnels, à utiliser les réseaux sociaux pour contourner la censure et mobiliser en quelques heures des foules entières. C'est cette énergie qui irrigue aujourd'hui les rues de Ouagadougou. Mais cette aspiration à l'unité fait trembler les palais occidentaux. Si la jeunesse se fédère au-delà des frontières, rien ne pourra contenir la vague d'une révolution continentale. Or, un tel soulèvement pourrait, en un instant, déraper. Guerre civile, effondrement économique, interventions extérieures sous couvert de stabilisation. À l'œil du cyclone, une question hante toutes les chancelleries. L'Afrique va-t-elle enfin se réinventer ou retomber dans la spirale des coups d'État, des ingérences et des tutelles qui n'ont jamais vraiment disparu? Jamais le risque n'a été aussi aigu. L'avenir du continent se joue maintenant. Vraie indépendance, où les Africains reprennent la main sur leur destin, ou bien nouveau cycle de domination, déguisé sous d'autres masques. Pour beaucoup, le choix sera déchirant. Mais cette fois, l'histoire s'écrit à haute voix. Un vent de rupture souffle sur l'Afrique, mais personne ne sait où il l'amènera. Les cartes sont rebattues, et la prochaine décision pourrait tout faire basculer. Que vaut la souveraineté à l'ère des hashtags et des pactes invisibles? C'est la question qui hante l'Afrique de l'Ouest, alors que le Burkina Faso, guidé par Ibrahim Traoré, défie ouvertement l'ordre établi. Ici, la lutte pour le pouvoir ne se joue plus seulement dans la poussière des rues, mais sur les écrans, dans les esprits, à chaque battement d'actualité. Prenons l'armée panthère. Ses uniformes noirs fascinent et inquiètent, symbole de résistance contre l'ancien colonisateur, mais aussi outil redoutable de propagande. À chaque parade, chaque vidéo virale, un récit se tisse, celui d'un peuple qui refuse de plier, qui rêve de s'arracher à la tutelle étrangère. Pourtant, derrière ce symbole, d'autres ambitions se dissimulent, parfois plus troubles. Exemple concret. Lors de la fête nationale, des milliers de jeunes imitent les soldats panthères,
défilant dans les rues avec des bérets noirs improvisés. Sur TikTok, des tutoriels expliquent comment fabriquer soi-même son uniforme. Mais certains analystes préviennent, la militarisation de la jeunesse peut aussi ouvrir la porte à des dérives autoritaires, comme on l'a vu en Érythrée ou au Zimbabwe. Désormais, la bataille s'étend bien au-delà de Ouagadougou. Sur Twitter, TikTok, WhatsApp, la jeunesse burkinabé transforme la colère en mobilisation. Un simple hashtag suffit à rallier des milliers, à bâtir une vague ou à la briser. Mais chaque clic peut aussi diviser, fragiliser, ouvrir la porte aux manipulations. Dans l'ombre, de nouveaux acteurs étrangers avancent masqués. Russie, Chine, Turquie, chacun promet monts et merveilles, séduit par l'idée d'un Burkina Faso affranchi de l'Occident. Mais la souveraineté, si chèrement conquise, risque alors d'être troquée, détournée ou vendue sous un autre étendard. La leçon est claire. La souveraineté ne se donne pas, elle se conquiert et se protège chaque jour. La jeunesse en est la gardienne, refusant d'oublier, refusant de céder à la facilité. Par sa mémoire et sa vigilance, elle défend l'avenir, déjoue les pièges, résiste à l'oubli. Mais la ferveur collective porte ses propres dangers. Sans vigilance, elle devient proie des récupérateurs, des lobbyistes, des influenceurs venus d'autres horizons. Une indépendance gagnée dans la rue peut vite être dérobée dans l'ombre des salons ou sur les fils numériques. Chacun, spectateur ou acteur, doit rester alerte, questionner, douter, s'engager. À ce carrefour, tout peut basculer. La souveraineté s'écrit jour après jour, dans le courage des choix individuels et la force des engagements collectifs. Il ne suffit plus de défiler ou de poster, il faut analyser, veiller, refuser la paresse des slogans et bâtir, brique après brique, une liberté qui résiste au temps. Pour aller plus loin, voici quelques pistes concrètes à suivre. Premièrement, renforcer l'éducation civique à tous les niveaux. L'histoire du continent doit être enseignée sans filtre, pour que chaque jeune comprenne la valeur de l'indépendance et les pièges des dépendances nouvelles. Deuxièmement, encourager l'entrepreneuriat local. Chaque marché, chaque start-up africaine, chaque coopérative agricole qui réussit, c'est un pas de plus vers une économie libérée des diktats extérieurs. Le Rwanda, par exemple, a multiplié ses incubateurs d'entreprises en 10 ans, réduisant drastiquement sa dépendance aux aides internationales. Troisièmement, exiger la transparence dans les accords signés avec les puissances étrangères. Les sociétés civiles doivent avoir accès aux textes des contrats, pouvoir débattre, proposer des alternatives. Au Ghana, la contestation d'un accord minier opaque avec la Chine a abouti, après des mois de mobilisation, à la suspension du projet. Quatrièmement, investir massivement dans la technologie et l'innovation. Les jeunes Africains forment déjà des réseaux de développeurs, de chercheurs, d'ingénieurs, qui inventent des solutions adaptées aux réalités locales, du paiement mobile à la robotique agricole. Le Kenya, pionnier du mobile banking, a ouvert la voie à une vague de start-up qui influence désormais tout le continent. Cinquièmement, renforcer les liens régionaux. Les défis, du terrorisme à la crise climatique, dépassent les frontières. Une Afrique forte passe par des alliances solides entre voisins, par le partage de ressources et d'informations. La zone de libre-échange continentale africaine, lancée en 2020, ouvre la porte à un marché commun qui pourrait, à terme, rivaliser avec celui de l'Union européenne. La suite nous entraîne là où la tension devient palpable, quand le rêve de souveraineté se heurte à la dure réalité du pouvoir et des alliances. Le destin du Burkina Faso ne tient plus qu'à un fil. L'Afrique n'attend plus d'autorisation. Elle s'affirme. Ce n'est pas qu'une phrase choc, c'est l'évidence qui s'impose chaque jour, portée par une jeunesse qui transforme l'humiliation en force, la colère en engagement. Ibrahim Traoré, à peine âgé de 35 ans, est le visage inattendu de ce tournant. Il ne supplie pas, il décide. Désormais, l'arène n'est plus Paris ni Moscou. L'arène, c'est le continent africain, animé par des millions de jeunes qui refusent la fatalité. L'affrontement entre Traoré et Macron n'est qu'un écho d'un séisme plus profond. Une époque s'achève. L'Afrique n'attend plus des choix venus d'ailleurs. De Ouagadougou à Dakar,
Bamako ou Kinshasa, une nouvelle génération, née après l'an 2000, prend la parole. Elle défie les vieux modèles, ose rêver d'un avenir non dicté par d'autres. Mais chaque révolution porte ses périls. L'éveil africain peut ouvrir la porte à l'émancipation authentique ou à l'instabilité. Reprendre le contrôle, c'est aussi accepter les conséquences, sanctions, isolement, et peut-être le retour brutal des puissances d'hier. L'histoire africaine enseigne que chaque pas vers la souveraineté a un prix élevé. Cette fois, aucun sauveur étranger. La décision viendra de millions de volontés locales, et le temps presse. Ce moment réclame plus que des slogans ou la ferveur d'un hashtag. Il exige des choix réfléchis, parfois douloureux, loin des illusions faciles. La dignité retrouvée se prouve dans l'action. Rebâtir une école, défendre une frontière, inventer une économie qui ne dépend plus de l'extérieur. L'enjeu est colossal, le pari risqué. Mais l'Afrique n'a plus peur. Les chaînes, visibles ou invisibles, sont tombées. Traoré, Sankara, Lumumba ne sont plus seulement des souvenirs, ils sont des idées en mouvement, des repères pour une jeunesse qui refuse de plier. Ce n'est plus une affaire de héros isolés, mais l'addition de millions de rêves et de colères partagées. L'Occident peut négocier, sanctionner ou simplement regarder. Désormais, la vraie bataille se joue à l'intérieur, entre audace et doute, entre action et attente. Les enjeux sont limpides. Regagner le pouvoir, le temps, la dignité. Ou risquer de tout voir s'effondrer, encore une fois. Lucidité absolue. Ce qui se décide aujourd'hui façonnera plusieurs décennies. L'Afrique n'est plus un terrain de jeu. Elle devient joueuse, et cette fois, elle impose ses propres règles. La question reste ouverte. La souveraineté africaine sera-t-elle une victoire durable ou un mirage de plus? Mais une chose est sûre, le choix, cette fois, appartient aux Africains eux-mêmes. Et le monde, désormais, retient son souffle.